Il n'y a jamais eu autant de propriétaires chez les ménages les plus riches et il n'y a jamais eu aussi peu de propriétaires chez les ménages les plus pauvres. Comme on n'a pas pris conscience de ça, aujourd'hui, le réveil, il est un petit peu brutal. Je pense qu'on ne peut pas ne rien faire parce qu'en fait, si on fait rien et qu'on prolonge les tendances qu'on observe, on va à la catastrophe. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de Sans compromis. Aujourd'hui, une vidéo 100% dédiée à la question de la crise du logement. Ou autrement, une question, pourquoi est-ce que c'est si compliqué aujourd'hui d'être propriétaire en France? Et si je devais le reformuler, pourquoi est-ce que c'est si cher de se loger en France? Aujourd'hui, je vais recevoir Pierre Madec, qui est économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui va nous aider à comprendre un petit peu les mécaniques, les causes racines, comprendre pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation en France. Est-ce qu'elle est si exceptionnelle? Qui sont aujourd'hui les grands gagnants et les grands perdants de la crise du logement et quels seraient peut-être ses meilleurs conseils? À nouveau, si jamais vous nous découvrez à travers cette vidéo ou si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne de Préto. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour ça. Ça nous donne beaucoup de force pour la suite. D'ailleurs, vous pouvez aussi nous écouter sur les plateformes audio, sur Spotify, sur Apple Podcast, si vous êtes en voiture ou si vous êtes dans le train. Évidemment, n'hésitez pas à nouveau à liker, à partager, à mettre des commentaires. Une fois de plus, merci pour tous ceux qui jouent le jeu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est parti pour cette vidéo. Bonjour Pierre. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir à notre micro parce que j'aimerais bien que tu m'aides à répondre à une question assez simple, dans l'absolu, mais qui a l'air de concerner beaucoup de gens. Pourquoi est-ce que c'est si cher aujourd'hui en France de se loger? Alors aujourd'hui, cet instant où on parle, on a du mal à accéder à la propriété parce qu'on a des prix qui sont extrêmement élevés, qui sont bien plus élevés que ce que normalement dirait la théorie économique sur l'évolution des prix immobiliers, qui historiquement sont connectés aux revenus des ménages, par exemple. Et on a des conditions d'accès au crédit qui, contrairement à il y a quelques années, sont moins faciles. Donc, prix immobilier élevé, revenu des ménages qui, en gros, n'a pas suivi les prix immobiliers. Je te donne un chiffre, tu me dis si c'est vrai. J'ai lu ça ce week-end. Les prix de l'immobilier ont augmenté de 125% entre 2001 et 2020 et les revenus bruts de 30%. Alors, en moyenne, c'est à peu près ça. Ouais. En réalité, c'est encore plus compliqué que ça parce que cette évolution moyenne des prix immobiliers, en fait, les prix ont beaucoup plus augmenté, par exemple, dans les grandes métropoles et ont augmenté un peu moins vite dans d'autres territoires. Mais le cœur, la racine du problème, c'est ça. La racine du problème, c'est le fait que les prix immobiliers ont augmenté trop vite par rapport aux revenus des ménages. Alors, c'est pas quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Certains ont parlé de bulle immobilière. En fait, on arrive assez bien à expliquer cette évolution des prix immobiliers. Les prix immobiliers, au lieu d'être tirés par le revenu des ménages, ils ont été tirés pendant, en gros, 20 ou 25 ans par les conditions de crédit. Les taux ont beaucoup baissé. On a permis aux ménages de s'endetter sur beaucoup plus longtemps qu'avant. Il faut avoir en tête qu'au début des années 2000, on s'endettait sur 15 ans à peu près pour acheter sa résidence principale. Aujourd'hui, de 22 ans, aujourd'hui, quasiment à 25. Et donc ça a énormément solvabilisé les ménages. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça a permis aux ménages d'accéder au crédit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive dans une situation où dès qu'il y a un petit truc qui se passe sur le crédit et sur l'accès au crédit, comme on a pu le voir ces derniers mois ou ces dernières années, dès que les taux se resserrent un petit peu, dès que les banques font un peu plus attention à qui elles accordent du crédit immobilier, on a une crise. On a une crise de l'accès à la propriété. Une fois de plus, ce n'est pas nouveau. Cette déconnexion, on l'observe depuis 25 ans. Ces prix chers, on les observe depuis très longtemps. Cette déconnexion entre revenus et prix aussi. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a cru que des taux à 1%, c'était la normalité. Et qu'en fait, non. Et qu'en fait, on est plutôt revenu aujourd'hui dans une espèce de normalité avec des taux aux alentours de 3, 3,5. Donc certains disent, c'est pas grave, on a déjà connu ça par le passé. Oui, c'est vrai, mais on n'a jamais connu ça avec le niveau de prix immobilier qui est celui d'aujourd'hui. Et le résultat, c'est que les ménages, ça bloque, en tout cas dans les zones les plus chères. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu cette déconnexion? Alors, pourquoi? Parce qu'il y a eu, alors c'est compliqué, il y a eu une politique monétaire qu'on appelle accommodante, c'est décidé par la Banque Centrale Européenne, donc il y a eu aussi une concurrence très forte entre établissements bancaires pour récupérer de nouveaux clients, et le crédit immobilier a servi à ça pendant très longtemps, et on ne s'est pas trop inquiété. En fait, on avait l'impression que le marché immobilier fonctionnait bien, parce qu'il y avait ce crédit facile. Donc, c'est-à-dire tu vois les prix augmenter, mais globalement, je peux acheter quoi. Les prix augmentaient, mais dans le même temps, par exemple, les transactions immobilières augmentaient. On a battu, là, il n'y a pas si longtemps que ça, 2019, alors 2020, c'est un peu exceptionnel, mais 2021, on battait des records en termes de transactions immobilières, avec des niveaux de prix qu'on n'avait jamais connus. Donc, évidemment qu'un observateur non avisé du marché regarde ça en se disant
Ça fonctionne parfaitement bien. On n'a jamais eu autant de transactions immobilières. Les collectivités locales sont contentes parce que leur fiscalité est assise sur les prix immobiliers et sur les transactions. Et donc, il n'y a pas de problème. Ok. Mais en réalité, On il y avait observe ce décrochage entre la hausse des prix et les revenus, mais il y a les transactions. Voilà, en fait, d'accord. il y a les transactions, il y a un marché qui est dynamique, il y a des prix qui continuent à être orientés à la hausse, donc il n'y a pas de problème. En réalité, il y avait déjà un problème à l'époque. Le problème, c'est cette déconnexion, c'est les prix immobiliers trop chers. Et ce qu'on pensait être une bonne nouvelle, qui était beaucoup de transactions, beaucoup de volume de crédit à l'habitat distribué, en fait, par exemple, pendant ce temps-là, il n'y avait pas plus de propriétaires en France. C'est-à-dire que la part des propriétaires, elle baissait en France. Alors même qu'on battait des records en termes de transactions. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas inquiété du fait que le marché immobilier, il ne fonctionnait pas, par exemple, grâce aux primo-accédants, ceux qui deviennent propriétaires. Il fonctionnait parce qu'il y avait des ménages où les prix augmentaient, les conditions de crédit étaient favorables, et bah, du coup, ils s'échangeaient des logements entre eux. En gros, pour faire court, je caricature, mais et c'est ça qui entretenait les transactions artificiellement, les transactions immobilières. Comme on n'a pas pris conscience de ça, bah aujourd'hui, le réveil, il est un petit peu brutal. D'accord. Donc, ce qui fait que finalement, ce phénomène où, et là, on va parler des primo-accédants, qui se dit j'ai du mal à rentrer dans la propriété parce que c'est trop cher, ça existe depuis plusieurs années. C'est pas juste là, en ce moment, parce qu'on a une petite hausse des taux. Alors, ça existe depuis plusieurs années pour des raisons différentes, mais toujours rattachées à ces prix immobiliers élevés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est le crédit et l'accès au crédit. Ça commence à se normaliser. On voit que les taux ont un peu baissé. Le volume des crédits à l'habitat recommence à augmenter. Les prix immobiliers ne se sont pas ajustés suffisamment, mais les prix ont quand même un peu baissé. Donc, ça a solvabilisé aussi quelques ménages, pas forcément aux bons endroits. Mais donc, bon, voilà, là, le problème, il y a un problème de crédit. Et on parlera peut-être du logement neuf. Il y a un problème aussi de construction de logements. Mais on voit bien qu'il y a un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, nous, on avait publié un certain nombre d'études qui montraient que les donations financières ou les héritages avaient de plus en plus d'importance dans la primo-accession. De plus en plus, au cours des années 2000, c'est pas nouveau là, on observe ça sur les 10 ou 15 dernières années, de plus en plus, pour devenir propriétaire, il fallait recevoir un petit coup de pouce de ses parents ou hériter de ses grands-parents. Bon, bah ça, c'est quand même signe d'une société qui Exactement. va pas forcément très bien et d'un marché immobilier qui va pas forcément très bien, quand pour être primo-accédant, il faut soit gagner très bien sa vie, et c'était déjà le cas une fois de plus avant le resserrement des conditions de crédit, soit être aidé. Et par exemple, si on regarde aujourd'hui, j'ai dit les propriétaires, il n'y en a pas plus en proportion dans la population qu'il y a 10 ans, c'est vrai, et pire que ça, quand on regarde où sont les propriétaires, il n'y a jamais eu autant de propriétaires chez les ménages les plus riches. Et il n'y a jamais eu aussi peu de propriétaires chez les ménages les plus pauvres. C'est-à-dire qu'au-delà de cette relative stabilité de la part des propriétaires en France, ce qu'on voit, c'est une vraie augmentation des inégalités vis-à-vis de l'accès à la propriété. Avant, quand vous apparteniez au quart le plus pauvre de la population, vous aviez une chance, pas très forte, mais vous aviez une chance de devenir propriétaire. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué compte tenu du niveau des prix. Et justement, pour revenir sur cette histoire des prix, ce que tu dis aussi, c'est que ce qui peut expliquer cette hausse, c'est la disponibilité sur le marché du nombre de logements. Avec des logements vacants, des résidences secondaires et autres. C'est quoi exactement ce phénomène? Là aussi, c'est assez récent ou ça existe depuis longtemps? Alors, c'est pareil, c'est un sujet dont on parle beaucoup. On parle beaucoup de ce qu'on appelle le besoin en logement. Avec ce débat éternel de savoir est-ce qu'on produit ou pas suffisamment de logements. On sait qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise de la construction. On est à des niveaux historiquement bas de production de logements neufs. Mais certains disent, en fait, pour des raisons environnementales et pas que, ça ne sert à rien de produire beaucoup de logements parce qu'on en a beaucoup produit. Ce qui est vrai, on est l'un des pays de l'OCDE qui avons le plus produit de logements au cours des 10 ou 15 dernières années. Donc, on sait produire du logement et on en a beaucoup produit. Mais en fait, il y a plein de logements qui ne sont pas des résidences principales. Il y a les résidences secondaires, il y a les logements vacants, il y a les meublés de tourisme dont on parle beaucoup dans les grandes villes ou dans les zones touristiques. Et donc, il y a cette petite idée, ce petit discours qui tendra à montrer qu'on a suffisamment de logements. Alors, là encore, il faut aller un peu dans le détail. Ils sont où ces logements? Bon, les logements vacants, ils sont principalement là où les gens n'ont pas envie d'habiter. Dans ce qu'on appelle, pas très sympa, mais on appelle ça la diagonale du vide. Des endroits, il y a eu de la désindustrialisation, les gens sont partis, il n'y a pas d'emploi. Bon. Et les gens sur place, parce qu'on a fermé un certain nombre de services publics, de réseaux de transport, ils s'en vont. Bon. Donc il y a de la vacance. On n'a pas envie de... Alors soit on met des politiques de transport, d'attractivité dans ces territoires, et dans ce cas on arrive à mobiliser du logement, soit on va avoir du mal à dire aux travailleurs essentiels qui vont rester logés dans les grandes métropoles, allez habiter dans la diagonale du vide parce qu'il y a tout un tas de logements disponibles. Donc on voit bien que ce n'est pas une poche de logement mobilisable. Par contre, il y a des choses à faire en effet sur les résidences secondaires ou les meublés de tourisme, qui sont des logements qui par nature sont dans des zones touristiques, dans des zones attractives, où les gens ont des difficultés à se loger parce que les prix de l'immobilier sont chers. Et là, c'est quand même pas normal que
on explique aux gens, il va falloir que vous fassiez 20, 30 minutes, 40 minutes de transport le matin pour aller travailler, mais pendant ce temps-là, il y a des logements qui sont vides trois quarts du temps dans la ville dans laquelle vous travaillez. Donc oui, il y a des logements à mobiliser, il faut les chiffrer, il faut regarder combien ils sont, pour quel type de population aussi. Par contre, il ne faut pas se cacher non plus derrière ces logements pour dire il faut arrêter de construire du logement en France, parce qu'on a besoin de construire du Ouais, logement, toujours, ouais, notamment clair. du logement neuf, mais aussi du logement abordable, accessible, on peut Mhm. l'appeler social, on peut l'appeler comme on veut, pour loger des populations qui aujourd'hui ne trouvent pas de réponse sur le marché du logement. Et tu penses que l'État a aussi sa part de responsabilité dans tout ça? Enfin, le sentiment que j'ai, c'est que finalement, il s'est quand même pas mal désengagé de tous ces sujets. Euh, Alors, politiquement, oui. C'est-à-dire ouais. que c'est un sujet qui est compliqué, le logement. C'est un sujet qui s'inscrit dans un temps qui est un temps très long. Enfin, les logements qu'on décide de construire aujourd'hui, ils seront construits dans 5, 6 ans si tout va bien, et ils seront là pour les 100 prochaines années. Bon, bah, le responsable politique, encore plus dans la Mhm. période actuelle, qui est quelque peu tourmentée et régie par l'instabilité, le premier sujet à prendre en compte pour un responsable politique, en tout cas politiquement, c'est pas forcément le logement, parce que ben voilà, les mesures en plus qu'on prend vont mettre du temps à voir leurs effets. Donc du coup, il y a ce désengagement politique-là. Il y a un deuxième désengagement qui est un désengagement budgétaire. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut sur la politique du logement, sur le pognon de dingue qu'on mettrait dans le logement pour des résultats Mhm. qui sont pas à la hauteur. Aujourd'hui, on n'a jamais dépensé aussi peu pour la politique du logement. Politique du logement, c'est les logements sociaux, c'est les APL, c'est l'argent, les aides qu'on peut verser aux propriétaires pour qu'ils construisent des logements et qu'ils les mettent en location après, etc., etc. On n'a jamais dépensé aussi peu qu'aujourd'hui. Alors même que la dépense en logement n'a jamais été aussi élevée pour les ménages, que ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est-à-dire la part que les ménages consacrent dans leur revenu au logement, a jamais été aussi importante, que les inégalités territoriales n'ont jamais été aussi importantes. L'État, lui, il se désengage politiquement parce que c'est Mhm. compliqué et il se désengage financièrement parce qu'il faut faire des économies budgétaires. Donc certains disent, en fait, le marché du logement, c'est un marché comme un autre, et moins d'État, ça veut dire un marché qui fonctionne mieux. Bon, on a tenté. Ce désengagement, il n'est pas nouveau. Il date pas D'accord, ouais. d'ailleurs que de 2017. Il date d'avant ça. Pour l'instant, on ne voit pas Ouais, ça donne. exactement un marché Ouais, qui je vois. fonctionne mieux. Donc peut-être qu'il faut changer de paradigme et se dire le marché du logement, c'est pas exactement un marché comme les autres, parce que se loger, c'est un droit constitutionnel Mm. quasiment. Qu'avoir un toit sur la tête, bah, ça permet de mieux réussir dans la vie, de faire réussir les enfants à l'école, d'être en meilleure santé, de mieux s'insérer sur le marché du travail. Et que donc, il faut investir massivement dans le logement, non pas dans une optique de on va nationaliser l'ensemble du parc de logement, mais juste de Ouais, mais dire aider les Français là-dessus. bah, Ouais. juste de dire aujourd'hui, on injecte des milliards d'euros par an pour doper l'attractivité des territoires, notamment les grandes métropoles, dans une logique de gain de productivité. L'économie urbaine a beaucoup de littérature là-dessus. En face, il faut la contrepartie. Parce que si on dope l'attractivité des territoires en incitant les entreprises à s'y installer, en investissant massivement en termes de services publics, de réseaux de transport, pour rendre les territoires encore plus attractifs qu'ils ne sont, et qu'en face, il n'y a pas de réponse sur la partie logement, bah, les gens vont pas réussir à se loger dans les endroits où il y a de l'emploi et on va avoir des problèmes économiques. Ouais, je comprends. Et tu vois, je disais aussi cette expression de bombe sociale sur le logement. Et justement, on va revenir sur ce sujet. Tu parlais tout à l'heure de cette société un peu à double vitesse, là, entre les propriétaires peut-être d'un côté et les locataires de l'autre. Là encore, tu vois, je te sors des chiffres, mais une étude de 2021 qui dit que 3,5% des ménages détiennent la moitié des appartements à louer et 70% des multipropriétaires ont aussi plus de 50 ans. Alors, je ne sais pas si on a envie de taper sur les boomers ou non, ou en tout cas sur ces Pas moi. propriétaires, mais qu'est-ce qui fait en effet qu'il y a ce tel clivage et ce fossé là qui se creuse entre propriétaire d'un côté ou locataire de l'autre? Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que être locataire, c'est une fatalité ou est-ce que tu en as certains qui se disent, bon, ben, enfin, je suis très content de l'être et c'est peut-être ça la bonne solution aussi, quoi. Alors, on a vécu un moment un peu particulier, là encore, il faut revenir il y a quelques années, où c'était un choix de devenir propriétaire, Mhm. locataire. On avait des conditions de crédit qui étaient tellement favorables que des fois, pour une même ville, vous pouviez vous dire ah ben, je vais rogner quelques mètres carrés de surface, puis en fait, je vais devenir propriétaire et je vais réussir à loger à l'endroit où Mhm. je vis. Bon, ça, c'est pas normal. Enfin, c'est pas une situation normale. Dans la vraie vie, normale, être locataire, alors c'est sûrement un choix, mais vous payez un service logement. C'est-à-dire que vous payez le fait que pour avoir cet appartement de cette taille-là, à cet endroit-là, moi, j'ai pas les moyens de l'acheter. Il y a quelqu'un qui a les moyens de l'acheter Mhm. pour moi, et bah, du coup, je vais lui payer un loyer pour être en capacité de loger dans les conditions dans lesquelles j'ai envie de loger. Ça, c'est la normalité. Bon, si on a envie de devenir propriétaire, le plus souvent, il faut s'éloigner pour avoir accès à des prix immobiliers moins chers.
Sur ce problème de la multipropriété, c'est un vrai problème en termes d'inégalité de patrimoine. Je mentionnais tout à l'heure le fait que c'est elles qui ont explosé, c'est les inégalités de patrimoine, notamment de patrimoine immobilier, et que le fait que les prix aient plus que doublé en France entière, bah, en fait, tout le monde n'en a pas bénéficié. On chiffre, juste pour donner un chiffre qui va faire mal à la tête, mais on chiffre à 3 000 milliards d'euros ce qu'on appelle la survalorisation des prix immobiliers. C'est-à-dire qu'en gros, quand on regarde le patrimoine immobilier des ménages, on dit il y a 3 000 milliards d'euros en trop par rapport à une situation normale, pour faire D'accord. quoi. Ces 3 000 milliards d'euros, ils ne nous ont pas tous rendus plus riches. Ils ont profité, À évidemment, une partie de la principalement population, ouais. aux ménages propriétaires. Et donc, il y a des inégalités qui ont très fortement augmenté. Et j'invite tout le monde à aller voir les publications de l'INSEE là-dessus. Donc, il y a un vrai problème d'inégalité de patrimoine. Bon, ça, c'est vrai. Bah, ça se résout. Ça se résout avec de la fiscalité. Ça se résout avec... Bon. En termes de fonctionnement du marché, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait une toute petite minorité de ménages qui possèdent la grande majorité du marché locatif? Moi, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que ces acteurs-là, c'est des bailleurs qui sont là depuis très longtemps, qui sont normalement plutôt bien organisés, parce que quand vous possédez 10 logements, on peut penser que vous n'êtes pas un petit propriétaire qui va avoir beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que l'encadrement des loyers ou une nouvelle fiscalité sur le logement et tout. Donc, normalement, c'est des gens qui sont accompagnés. C'est en fait des mini-acteurs qu'on appelle institutionnels. Mhm. En très longtemps, il y avait des assurances, des banques, tout ça qui possédaient un parc de logements. Et on disait, il faut faire revenir ces acteurs-là. Parce que le marché, il est fait de tout petits propriétaires et c'est très compliqué de réguler un marché qui est fait de tout petits propriétaires. Dans les faits, ce n'est pas des petits propriétaires. Il y en a, mais Ouais. dans les faits, Déjà c'est qu'il y en pas a eux 3, qui 4, 5 biens, c'est déjà pas mal. c'est pas ça. eux qui Ouais. possèdent la majorité du parc, c'est des multipropriétaires. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est de dire comment on fait pour déjà que ces gens-là continuent à investir dans le logement, parce qu'on a besoin d'un marché locatif privé, notamment dans les grandes villes. D'accord. Et puis, comment on fait pour réguler ce parc qu'on pensait impossible à réguler et qu'en fait, pas trop compliqué de réguler parce que ces acteurs-là sont informés. Donc, je dirais, une réponse de Normand, une bonne nouvelle pour le logement, une mauvaise nouvelle pour les inégalités. Mais Cette c'est bien eux captation qui du bloquent le patrimoine marché immobilier. quand même aujourd'hui. Bah alors, ils bloquent le marché, ça dépend. C'est-à-dire ils logent des gens, ces gens-là. Donc, est-ce que c'est bloquer le marché que de loger des gens à l'année? Moi, j'ai tendance plutôt, dans le contexte actuel, Ouais. à les remercier de ne pas mettre leur logement sur Airbnb Oui, t'as ou raison. de Voilà, ne pas c'est le tenté laisser qu'ils le vacant. logent à l'année. Ouais, Ou c'est ça. enfin Ouais. voilà, non, là, pour le coup, l'étude de l'INSEE regarde bien les gens qui, normalement, sont logés à l'année. Et donc, ces gens-là, il faut plutôt les inciter, contrairement à ce qui a été fait ces dernières années, à mon avis, à les inciter à investir dans le logement et à continuer à loger des gens à l'année parce qu'ils jouent un rôle. On parle du statut du bailleur privé, il y a pas mal de propositions politiques qui tournent autour de cette idée-là, de leur donner un rôle. Il faut les taxer sur leur patrimoine parce que ces inégalités de patrimoine et cette explosion des inégalités de patrimoine n'est pas normale. Il faut qu'on en soit tous conscients. Par contre, il ne faut pas les traiter comme si c'était des rentiers ou en leur disant vous devriez plutôt, comme ce qui a été fait il y a quelques années, plutôt investir sur les marchés financiers que dans le Ouais, non, marché on du est bien logement content parce qu'ils que investissent, d'accord. le marché du logement, c'est un bien improductif, ça ne sert à rien. Si, ça sert à loger des gens à l'année et la plupart du temps, les gens qui logent sur un territoire travaillent aussi sur ce territoire, consomment sur ce territoire et donc ces bailleurs privés ont un vrai rôle à jouer économique. Et tu vois, je vais revenir sur la notion de locataire. Dans pas mal de nos vidéos, on va forcément opposer à nouveau propriétaires et locataires en disant tu as tout intérêt à devenir propriétaire parce que être locataire, c'est de la précarité. Genre, limite, c'est une bêtise de ne pas être propriétaire. Et je passe évidemment toutes les considérations financières. Est-ce que ça, c'est une réalité? Est-ce que tu vois, par rapport à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui se disent ça, en fait, c'est compliqué pour moi d'être propriétaire, est-ce qu'ils doivent se mettre dans ce schéma en disant en fait, j'ai une vie précaire en étant locataire? Ou pas tant que ça, et finalement, ils peuvent aussi un petit peu se détendre par rapport à ça. Alors, on a la chance en France d'avoir un marché locatif qui est quand même plutôt bien régulé, où le locataire, contrairement à d'autres pays, n'est pas trop mal protégé. Ce qui est précaire, c'est l'accès au logement. Bon, après, le maintien dans le logement l'est peut-être un peu moins. Mais il faut se rappeler que, enfin, plus normalement, l'arbitrage, il n'a pas lieu comme ça. L'arbitrage, c'est pas de se dire, si on pose la question à quelqu'un, est-ce que tu préfères être propriétaire ou locataire à Paris? Peut-être que 100% des gens vont répondre, je préfère être propriétaire à Paris. Bon, il y a des freins à la propriété. Il faut payer la taxe foncière, il faut payer des droits de mutation à titre onéreux quand on bouge. Bon, ok, mais moi, si j'ai le personne ne veut pas être choix, j'ai un propriétaire. budget illimité, peut-être que je décide quand même d'être propriétaire parce que c'est un investissement, que oui, il y a 2 tiers du remboursement qui ne va pas aller dans la poche d'un propriétaire, mais qui va aller en remboursement de capital. Bon, et encore que, il y a des ménages très aisés qui auraient les moyens de devenir propriétaires et qui ne le souhaitent pas, qui veulent rester locataires. Mais l'arbitrage, il n'est pas là.
L'arbitrage, il est pourquoi je paye. Normalement, quand on est locataire, on paye, ce que je disais, pour un service de logement, on paye parce qu'on n'a pas les moyens d'habiter, de loger en étant propriétaire dans son quartier avec la taille qu'on veut. Donc, j'allais dire, c'est un faux problème. Après, il y a la question évidemment de l'accès au logement qui, là, est extrêmement compliqué, mais j'allais dire qu'aujourd'hui, avec le resserrement des conditions de crédit, l'accès, même si on fait abstraction de la question des moyens financiers, l'accès au crédit est aussi compliqué. On se retrouve à devoir, comme on se retrouverait en tant que locataire, à devoir démarcher plusieurs propriétaires ou plusieurs agences pour trouver un logement, bah, on se retrouve à, pareil, démarcher plusieurs propriétaires pour trouver un logement, démarcher des banques pour trouver un crédit, démarcher je sais pas, des membres de sa famille pour avoir des donations. Bon, voilà. Donc le parcours n'est pas forcément plus simple non plus. Le truc, c'est qu'en fait, il y a cette équation financière qui, de toute façon, doit rentrer en compte. En ligne de compte. Et du coup, l'arbitrage, il n'a pas vraiment lieu entre propriétaire et locataire. Si on veut devenir propriétaire, aujourd'hui, il faut s'éloigner des centres-villes et donc il faut accepter des coûts de transport qui augmentent, des durées de transport qui augmentent et puis un changement dans le cadre de vie. Et sur la, tu vois, tu parlais des banques tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'elles ont aussi, mine de rien, leur part de responsabilité dans tout ça? Alors, c'est compliqué parce que c'est pas les banques commerciales qui, par exemple, fixent enfin, la marge, mais c'est pas elles qui fixent, par exemple, la directive des taux ou ce genre de choses. C'est des politiques notamment européennes. Elles s'ajustent. Pendant très longtemps, on a bénéficié de la concurrence interbancaire. Les banques chassaient un peu des clients et donc se faisaient concurrence très forte sur les taux. Avec le resserrement, ça a été évidemment beaucoup plus compliqué parce qu'il faut voir aussi qu'on a un système bancaire en France qui, là encore, protège plutôt enfin, celui qui va souscrire un prêt. C'est compliqué d'avoir un prêt, ça c'est sûr. Par contre, quand vous l'avez, vous êtes protégé. Typiquement, vous êtes à taux fixe. À taux fixe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous empruntez et que votre mensualité c'est 1 000 euros, dans 20 ans, ce sera toujours 1 000 euros. Mais sauf que les 1 000 euros de dans 20 ans, ce n'est pas du tout les 1 000 euros d'aujourd'hui. Donc en fait, vous avez un coût du crédit qui baisse drastiquement en termes typiquement, on parlait de taux d'effort tout à l'heure, la part que vous allez consacrer à rembourser votre crédit, non seulement vous remboursez plutôt les intérêts au début et plutôt du capital à la fin, donc du coup, c'est une épargne qui augmente, mais votre taux d'effort, il va lui avoir tendance à se réduire. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays d'ailleurs. Hein. Ce qui est loin d'être le cas de tous les pays. C'est-à-dire qu'il y a des taux qui s'ajustent, il y a beaucoup de pays qui sont endettés à taux variable. Du coup, quand vous avez des taux qui passent de 1 à 4, votre mensualité, elle augmente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a plein de ménages qui sont devenus propriétaires avec des taux très abordables et qui ont dû renoncer à la propriété dans un certain nombre d'autres pays parce que les taux ont beaucoup trop augmenté et leur mensualité a beaucoup trop augmenté. Donc, faut là encore être un peu mesuré. Oui, c'est compliqué d'avoir accès à un crédit, notamment quand on est un ménage modeste, notamment quand on a une situation professionnelle qui est alors, je dirais pas précaire, mais qui ne rentre pas dans la norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup, par exemple, d'emplois d'indépendants. Ouais. De plus en plus d'emplois d'indépendants, sans même parler des auto-entrepreneurs, mais il y a beaucoup d'emplois indépendants. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un crédit à l'habitat sur 25 ans quand vous avez un revenu qui n'est pas stable dans le temps. C'est compliqué d'avoir un crédit à l'habitat quand vous avez un CDD, même très bien payé. Vous arrivez avec un CDD de 3 ans à votre banque, c'est compliqué. Et ça, c'est normal, ça, enfin, Alors, c'est normal. Non, c'est pas Ouais. normal parce que ça crée de la discrimination et que, comme le football il a changé, normalement l'accès au logement il a un peu changé et donc on devrait permettre à des ménages qui ont des situations qui deviennent de plus en plus courantes en plus d'accéder potentiellement à la propriété. Mais après, si on se met dans la tête du banquier, est-ce que je vais prêter sur 25 ans à taux fixe à quelqu'un dont je suis sûr des revenus juste pour les 3 prochaines années? C'est compliqué aussi. Après, il ne faut pas basculer non plus dans l'excès. C'est-à-dire qu'il y a des fois certains établissements bancaires qui peuvent regarder ah bah vous êtes en CDI, mais votre secteur n'est pas porteur. Potentiellement, j'en sais rien, vous allez vous faire licencier. Bon, bref, ça reste relativement discrétionnaire. Mais il faut trouver en effet des solutions pour ces ménages-là. Aujourd'hui, la solution, c'est de se constituer un apport personnel très important et d'arriver en disant bon, voilà, maintenant prêtez-moi parce que regardez, j'ai réussi moi à mettre tant de côté. C'est pas tout à fait normal, mais le pendant de ça, donc on a une difficulté d'accès au crédit, mais le pendant de ça, c'est que quand on y accède, on est plutôt, j'allais dire, sécurisé dans son crédit, notamment dans un contexte où les prix immobiliers augmentent. Donc il faut toujours que d'autres pays, regarder quoi. ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Ok, ça va. Et sur la partie, je voudrais maintenant qu'on comprenne un petit peu qui sont finalement les grands perdants de cette crise du logement. Et je te dis, je reprends l'expression de bombe sociale.
que je trouvais intéressante. Et tout à l'heure aussi, tu parlais un petit peu de ce côté où le logement, maintenant, c'est quasiment une question d'hériter par rapport à une question de mériter. Euh, Si tu devais aller dresser un petit peu le portrait robot là, du grand perdant aujourd'hui en France de cette crise, ce serait quoi? Alors, moi, je tendance à penser que tout le monde perd. Mmh. Bon, mais à des degrés différents et dans des temporalités différentes. Mais typiquement, quand on regarde l'évolution des prix ou l'évolution du patrimoine que je mentionnais tout à l'heure, les fameux 3000 milliards de bulles foncières, ou on appelle ça comme on veut, évidemment que ces milliards-là sont concentrés dans la main de quelques-uns. On pourrait dire, bah, c'est eux les grands gagnants. Mais ils n'ont pas demandé grand-chose. Enfin, je veux dire, c'est pas eux qui ont demandé l'assouplissement des conditions de crédit par la Banque centrale européenne. Ouais. C'est pas en effet de la faute. On prend souvent l'exemple du retraité de l'île de Ré qui a vu sa cabane de pêcheur. Je sais pas si cette personne existe, mais on prend souvent cet Ouais, exemple. bah, enfin, Qui a vu sa cabane de pêcheur extrêmement valorisée et qui serait soumis à l'ISF parce que bon, en effet, lui, il a oui, rien ça c'est demandé. la réalité, mais tu dis on peut pas leur en vouloir parce que tu entends souvent l'exemple des ah bah mes parents à l'époque c'était beaucoup plus facile. Oui, mais là, aujourd'hui, il y a un vrai débat sur les retraités, par exemple. Ouais. On dit, ah bah regardez les retraités, ils se sont goinfrés, en plus, ils ont bénéficié de l'augmentation des prix de l'immobilier. Eux, ils n'ont rien demandé à personne. Et en plus, il y a plein de retraités qui sont locataires, hein, rappelons-le Mm. quand même. Et puis, il y a plein de retraités qui vivent aujourd'hui dans des endroits où les prix immobiliers, en fait, depuis 15 ans, ils n'ont pas bougé. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les retraités en ville qui ont vu une plus-value immobilière Mhm. enregistrée sur leur résidence principale ou leur résidence secondaire. Mais bon, bref, tout ça pour dire que eux, ils n'y peuvent pas grand-chose. Oui, il y a des gagnants, mais en fait, ces gens-là sont dans leur logement, donc ils n'ont pas gagné grand-chose. Ceux qui vont gagner, c'est soit au moment où ils vont décider de déménager, ils vont faire une plus-value, bah, taxons-les, et puis on n'en parle plus. Soit au moment de l'héritage, leurs enfants vont bénéficier de la plus-value gagnée par leur propriété, par leurs ascendants, et bah, taxons-les. Mais dire aujourd'hui, certains proposent d'augmenter très fortement, par exemple, la fiscalité liée à l'occupation. On a vu à Paris que la taxe foncière avait beaucoup augmenté. Et il y avait ce truc de dire, ah, mais c'est bon, la taxe foncière est à un niveau hyper bas, les gens sont propriétaires d'un patrimoine immobilier démentiel, on peut augmenter un peu la taxe foncière. Mais sauf que là-dedans, il y a des gens qui ont acheté il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, qui n'ont pas forcément une retraite très importante et qui vont pas avoir les moyens de payer la taxe foncière, qui du coup vont partir et qui vont être remplacés par des gens qui ont les moyens de payer la taxe foncière et qui là, pour le coup, seront des vrais riches. Mais n'empêche que tu disais, et ça c'était une statistique qu'on avait vue, c'est que globalement, allez, on va dire 40% des primo-accédants à Paris arrivent à acheter parce qu'ils ont eu un héritage ou un apport ou autre. Tu as une réalité en face, c'est que tout le monde n'a pas accès à cet héritage ou cet apport, et ça c'est une vraie chance de l'avoir. Donc on a quand même une société à double vitesse à ce niveau-là, quoi. Limite, il y a un truc un peu toxique qui est en train de se faire en mode, bah oui, mais on a le même salaire, sauf que toi tu as eu la chance d'être bien né, donc tu es propriétaire et pas moi. Ça, t'as Alors, quand même, non mais ça c'est vrai et c'est de plus en plus vrai. Après, c'est pas forcément lié à l'immobilier. C'est-à-dire que s'il y a bien un bien patrimonial qui est assez peu liquide, c'est l'immobilier. Je pense pas que les gens vendent leur résidence principale pour te dire donner, ah bah, je vais t'acheter de l'apport. je vais Ok. m'acheter plus petit et puis je vais te donner de l'argent pour que toi tu puisses acheter ta résidence principale. Je suis pas certain que ça se passe exactement comme ça. Donc je pense que là, on est une fois de plus sur un problème d'inégalité patrimoniale. Et puis on est surtout sur un problème de prix. C'est-à-dire qu'on parle jamais des prix. On se demande c'est quoi la solution. Est-ce qu'il faut plus d'aide publique? Est-ce qu'il faut construire plus de logements? Est-ce qu'il faut taxer? Bon, le problème, c'est les prix. Taxer les plus-values immobilières, ça n'a jamais fait baisser les prix, hein. Potentiellement, ça peut les augmenter. Donc, ça règle le problème des inégalités de patrimoine, ça ne règle pas le problème des prix. La question, c'est comment on fait baisser les prix, parce que c'est à cause des prix si chers qu'il y a cet accès entravé des ménages sans apport, notamment, ou sans donation financière, cet accès entravé à la propriété. C'est à cause des prix immobiliers trop chers qu'il n'y a pas de mobilité résidentielle et que donc il y a une offre de logement qui se tarit, etc., etc. Donc le vrai problème, c'est les prix. Donc la question qui se pose, c'est comment on fait baisser les prix. Et Et juste- j'ai pas la réponse. Je tiens à le dire Ah non, avant, mince, avant qu'on pose la c'était question, j'ai pas la d'après, réponse. attends. Non, mais tu vois, là, toujours un peu dans ces histoires de perdants, et je trouve ça intéressant que ceux qui nous regardent peut-être se retrouvent là-dedans. Et une fois de plus, j'amène juste à être un peu plus serein par rapport à la situation dans laquelle ils sont, parce que ben, beaucoup se retrouvent là-dedans. Tu disais aussi que les ménages, tu as des ménages propriétaires qui se retrouvent piégés parce qu'ils ont aussi emprunté à un moment où les taux étaient assez bas. Et là, ils se disent, si je dois déménager, bah forcément, mes conditions de logement vont pas être les meilleures. Et tu vois, je te parle de ces questions parce que moi, je me retrouve complètement là-dedans. Quand tu as emprunté à 1% et que là, tu te dis, ah bah, si je veux déménager, j'emprunte à un taux à 3%, par définition, c'est pas le même bien que je vais aller chercher, quoi. Alors, c'est un nouveau frein soulevé à la mobilité résidentielle. C'est-à-dire qu'on a souvent pensé que ces taux très bas étaient une excellente nouvelle. En effet, ça a solvabilisé des gens et tout. Mais quand on revient à la normale, bah, c'est plus compliqué.
Il y a la question, là encore, des inégalités territoriales. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, on a un biais très grande ville. Le logement est devenu inaccessible. C'est vrai, mais c'est vrai sur certains territoires. Il y a des territoires aujourd'hui qui ont le même niveau de prix qu'il y a 15 ans. Si aujourd'hui, moi j'habite, je suis propriétaire dans un territoire qui a le même niveau de prix qu'il y a 15 ans, et il s'avère que je veux changer de boulot, ou alors il s'avère que j'ai plus de boulot là où je suis, et donc il faut que je déménage. Je vais me retrouver confronté à devoir renoncer à mon statut de propriétaire potentiellement, parce que j'arrive sur des endroits où les prix immobiliers ont été beaucoup plus dynamiques que l'endroit auquel j'aurais un petit peu d'apport personnel, mais des taux élevés et puis des prix immobiliers bien plus élevés. Donc il y a un vrai problème d'inégalité territoriale. Il faut avoir en tête que les inégalités territoriales, elles se sont fortement agrandies ces dernières années. C'est-à-dire que les prix, en gros, au départ, étaient assez différents au début des années 2000, mais que quand vous avez toute une première phase entre, en gros, 2000 et 2008, où les prix doublent partout. Ils doublent partout, mais sauf que du coup, les territoires à 1 000 euros sont passés à 2 000 et ceux à 4 000 sont passés à 8 000. Déjà, ça fait un peu plus d'écart en termes de prix au mètre carré. Et puis, deuxième phase, après 2008, où là, il y a carrément une divergence dans l'évolution des prix. C'est-à-dire qu'il y a des territoires où les prix ne bougent pas et les grandes métropoles où les prix augmentent très fortement. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des endroits où c'est 1 500 euros le mètre et des endroits où c'est 9 000, 10 000 euros le mètre. Donc, si vous rajoutez à ça la question des taux d'intérêt et en effet le fait de passer d'un crédit avec un taux à 1% à un crédit avec un taux à 3%, on se retrouve avec une baisse de la mobilité résidentielle. Et cette baisse de la mobilité résidentielle, on la voit chez les propriétaires, on la voit chez les accédants à la propriété, on les voit chez les propriétaires qui veulent plus bouger, non accédants, on la voit chez les locataires du parc privé et on la voit chez les locataires du parc social. Du coup, à la fin, ça fait moins de gens qui bougent, ça fait moins de logements sur le marché. Vous avez peut-être vu sur le marché locatif privé les fameux chiffres sur baisse de 80% de l'offre locative, tout ça. C'est en gros des annonces en moins. C'est des gens qui ne bougent plus, ça fait moins de logements disponibles et donc ça fait un matching, comme on dit, un appariement sur le marché du logement qui est bien moins bon qu'il y a quelques années. Mais quand tu parles de ces disparités de prix là finalement entre les différentes régions en France, est-ce que finalement la question de se dire si je veux devenir propriétaire ou si je veux m'agrandir, il faut que je parte de ma grande ville ou autre, c'est pas finalement quelque chose qu'il faut qu'on intègre dans tous les cas en se disant voilà, si tu veux devenir propriétaire maintenant il faut bouger. Est-ce que ça va pas avoir à terme limite un bénéfice de réaménagement du territoire et on va redistribuer de manière plus... Ça a déjà été le cas, c'est-à-dire que on a des villes en France, on a choisi ou subi, ça dépend, mais une forme urbaine qui est de l'étalement urbain. C'est les fameux pavillons dans le périurbain qu'on a pour certains solvabilisés avec de l'argent public, du prêt à taux zéro, ce genre de choses. On a dit aux gens pendant longtemps, notamment des ménages classe moyenne inférieure, ménages modestes, on leur a dit, si vous voulez devenir propriétaire, il faut partir. Vous voulez un petit pavillon avec un petit bout de jardin dans le neuf, allez-y, on va vous aider à le construire, etc., etc. Donc on a déjà fait ce choix. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on essaye de revenir un peu de ce choix-là pour des questions de transport, des questions environnementales. Et donc on aimerait bien que les gens se rapprochent des villes. On aimerait bien redensifier, on aimerait bien... Mais le problème, c'est qu'avec les niveaux de prix qui sont... on a ce qu'on appelle le gradient de prix. Gradient de prix, c'est en gros, vous prenez un cercle, au milieu, vous avez la ville, et puis vous avez les couronnes périphériques autour des villes. On a des gradients de prix, et vous regardez la différence de prix immobilier entre le centre et qu'est-ce qui se passe quand on s'éloigne d'1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres du centre. On a des gradients de prix dans les grandes villes françaises qui sont monstrueux. C'est-à-dire que l'écart de prix entre le centre et on s'éloigne de 2, 3, 4 kilomètres, c'est gigantesque. Donc évidemment que les gens s'éloignent pour avoir, ne serait-ce que pour avoir quelque chose, et du coup pour avoir plus grand. Plus grand que rien du tout, c'est pas très compliqué. Mais, et donc ils le font, ce truc. Donc la question, c'est comment on fait pour justement arrêter ça. Arrêter la périurbanisation, arrêter pas forcément le pavillon en tant que tel, mais redensifier, rapprocher les gens des zones d'emploi, à la fois pour diminuer l'empreinte écologique de l'étalement urbain, mais aussi améliorer le bien-être des gens qui aujourd'hui ont des temps de transport qui sont monstrueux. C'est pas normal de devoir en tout cas se poser ce genre de questions, genre je veux devenir propriétaire donc je vais devoir partir, je vais devoir faire plus de transport, je vais peut-être devoir changer de... D'autant plus qu'on explique politiquement qu'il ne faut pas faire ça. Enfin, je veux dire, sans faire de la sociologie de comptoir sur la crise des gilets jaunes ou ce genre de choses, il y a quand même un moment des gens à qui on expliquait c'est pas normal d'avoir votre voiture, votre pavillon dans le périurbain et de vous déplacer tous les jours en voiture pour aller travailler. Ok, mais comme normalement, on ne va pas mettre un métro jusqu'à 200 km du centre des villes, il y a un moment, il faut rapprocher les gens, parce que sinon, on ne va pas y arriver en termes d'infrastructure, en termes de transport. Donc toi, ce que tu dis, et si on veut rapprocher les gens, il faut réussir à proposer du logement moins cher dans les grandes villes, et du coup, il faut faire baisser les prix immobiliers. Donc le jeune actif, là,
Ou le jeune couple actif qui n'a pas d'enfant, il a raison de vouloir se battre et de se dire je veux rester dans ma ville, faire mon job et tout. Faut qu'il se batte, faut qu'il attende un nouveau gouvernement qui s'empare de cette question-là et qui trouve des solutions. Faut être optimiste. On va y arriver. On va y arriver. Et tu vois, j'aimerais bien avoir ton regard aussi sur un sujet, sur un peu la financiarisation de l'immobilier, en tout cas, le fait que de plus en plus, on le voit comme on a un rapport à l'immobilier comme une sorte d'actif patrimonial. En tout cas, c'est quelque chose avec lequel je vais m'enrichir. C'est quelque chose dans lequel il faut beaucoup investir pour obtenir sa liberté financière. Est-ce que ça, c'est un phénomène nouveau? Et la deuxième question que je te pose, c'est que tu le vois même de plus en plus dans les jeunes générations, genre ce côté il faut absolument acheter, investir et tout pour devenir libre financièrement à terme. Tu vois beaucoup maintenant, tu as des gourous de l'immobilier qui te promettent ça, genre devenez libre financièrement à 40 ans en ayant 20 biens et tout. C'est quoi ton regard là-dessus? Alors, c'est pas nouveau dans le sens où le constat qui est fait par l'INSEE sur les multipropriétaires, sur le fait qu'il y ait une minorité de ménages qui possèdent la très grande majorité du marché locatif privé, prouve bien que cet arbitrage dans les choix d'investissement, Okay. c'est pas nouveau. S'enrichir à travers l'immobilier, Voilà. c'est pas nouveau. Bon, Okay. avant, c'était pas des vidéos TikTok qui incitaient les gens à investir, c'était juste le bon sens qui disait j'ai un peu d'argent de côté, les marchés financiers fluctuent comme ils fluctuent, mais je suis pas sûr. Je préfère placer mon argent dans la pierre et puis du coup loger des gens, ça me fait un rendement, ça me fait du loyer. Le problème de ça aujourd'hui, c'est que l'arbitrage, il n'est pas entre les marchés financiers et j'achète des logements pour les mettre en location à l'année. L'arbitrage, il est plutôt entre les marchés financiers et j'achète des logements pour les mettre sur Airbnb ou ce genre de choses. Et donc là, il y a un vrai problème de déstabilisation du marché immobilier. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde où les gens se constituaient un patrimoine, mais au moins donc, captaient le patrimoine immobilier. Donc ça, c'est un peu une mauvaise nouvelle. Mais par contre, ça servait à loger des gens qui travaillaient sur le territoire. Là, aujourd'hui, on est une optique complètement différente pour le coût de financiarisation, qui est alors c'est peut-être un effet économique bénéfique, mais ça a tout un tas d'effets néfastes sur le marché du logement. Et donc, il faut réguler très fortement, notamment ce type de placement-là, en disant, on n'a rien contre le fait que vous investissiez sur le marché du logement, c'est plutôt d'ailleurs une bonne chose. Et si vous avez les moyens d'investir, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, donc c'est bien que vous le fassiez. Par contre, c'est pour loger des gens qui vivent sur le territoire. Ouais, mais cette quête absolue, par exemple, de la plus-value, tu vois, ça c'est un truc que j'entends aussi de plus en plus, c'est j'achète un logement que si j'arrive à faire un bon coup, ou si je peux faire une plus-value. Est-ce que c'est sain, tu vois, comme approche? Alors non, Quitte à clairement, c'est pas d'acheter un bien. Non, mais clairement, c'est pas sain parce que c'est pas, ça entretient tous les effets inflationnistes qu'on décrivait juste avant. Après, est-ce que c'est normal? Possiblement, c'est normal comme réflexion dans un monde où le logement est de plus en plus cher, où la part des dépenses consacrées au logement est de plus en plus importante. Si on se dit, je vais m'endetter pendant 25 ans et payer 30% de mon revenu chaque mois pour mon logement et que mon logement il va perdre de la valeur, je comprends que c'est très compliqué. Après, il faut faire aussi un peu de pédagogie. C'est-à-dire que quand on dit il y a 3 000 milliards d'euros de plus-value foncière, on ne parle pas déjà des gens qui ont acheté il y a un an ou deux, parce qu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Là, hein. Ceux qui ont acheté quand les prix étaient en réel 15% au-dessus, ils ont perdu des sous. Mais donc, on ne parle pas d'eux, on parle des gens qui ont acheté il y a très très longtemps. Et il faut leur expliquer à ces gens-là que, en fait, si tous les prix baissent de 10%, ils n'ont rien perdu du tout. Enfin, ils ont perdu, fictivement, ils ont perdu quelque chose, mais ils ont perdu autant que s'ils ont des actions et que leur action un jour valait 20 et le lendemain valait 15. Ils n'ont pas l'impression d'avoir perdu 5 sur leur action. C'est exactement pareil avec l'immobilier, d'autant plus que le plus souvent, l'immobilier servant à acheter de l'immobilier, si tout le monde baisse, en fait, le pouvoir d'achat immobilier reste absolument identique. Donc, il y a un attachement patrimonial à l'immobilier qui est en effet de plus en plus important. Il est possible que tous les débats autour de la réforme des retraites et tout ça jouent un peu dans ce sens-là aussi, de se dire je vais me constituer un patrimoine. Au moins, lui, on ne va pas me le prendre et puis il me servira quand je serai à la retraite. Mais il faut faire de la pédagogie pour dire que cet emballement des prix immobiliers, il a généré beaucoup plus de perdants que de gagnants. Les gagnants étant en réalité des gagnants relatifs qui n'ont pas gagné grand-chose, qui n'ont pas vu leur qualité de vie particulièrement augmenter. Bon, en tout cas, tu as l'air, toi, optimiste, ce que tu disais tout à l'heure. Mais est-ce que tu penses que ce marché-là, il a besoin quand même d'une énorme réforme ou ça va se réguler avec le temps? Ou est-ce que globalement, c'est un problème systémique en France et toutes les personnes qui veulent rentrer dans la propriété doivent se dire qu'elles vont un petit peu attaquer la face nord de l'Everest et c'est comme ça en France, quoi. Alors, je suis content d'être passé pour l'optimiste parce que c'est plutôt rare. Donc, je le noterai. Non, je pense qu'on ne peut pas ne rien faire parce qu'en fait, si on ne fait rien et qu'on prolonge les tendances qu'on observe, on va à la catastrophe. C'est-à-dire qu'on va dans un monde où, en effet, on est locataire, on n'a aucune chance de devenir propriétaire. On a un marché immobilier qui est capté
par une minorité de gens. On a quand même, aujourd'hui, il faut le dire, une crise de la construction neuve qui est absolument historique. Et donc, on n'a jamais aussi produit aussi peu de logements qu'aujourd'hui. Bon, bref, la situation, elle n'est pas folle. Donc, il faut faire des choses. Il faut faire des Là, choses. c'est objectivement, ouais, c'est un problème en soi. Non, objectivement, exactement. non, mais objectivement, même en dynamique depuis 25 ans, on ne peut pas laisser faire la baisse de la mobilité résidentielle. On peut pas. Ok, Bon, ouais. on a un truc pour nous, c'est que le vieillissement de la population et le ralentissement démographique fait que potentiellement, dans quelques décennies, la tension sera peut-être moindre qu'aujourd'hui. Mais bon, on va peut-être pas attendre tout ce temps-là pour que ça aille mieux. Et donc, il faut que les responsables politiques s'emparent de cette question, soit sous un angle, on va rétablir le pouvoir d'achat des ménages et donc on va faire baisser le coût du logement, soit sous un angle, on veut développer, on reveut une force de propriétaires, soit sous un angle emploi, matching. Ils choisissent ce qu'ils Ouais, veulent. mais il va falloir En fonction de réparer tout ça. l'étiquette politique, ils peuvent mettre le discours qu'il faut derrière. Mais il faut en tout cas des mesures publiques de soutien à la fois à la production, mais surtout à la production de logements abordables, de mobilisation de l'ancien. Il y a des choses qui se passent, hein. Les régulations Airbnb, l'encadrement des loyers, tout ça, c'est des choses Qui vont qu'on quand même dans le aurait bon sens, qu'on pensait impossibles il y a quelques années et qui aujourd'hui sont en train de voir le jour à l'Assemblée nationale. Mais il faut aller, à mon avis, plus loin. Et il faut que les responsables politiques nationaux s'emparent de cette question du logement et de la cherté du logement. Ok, bah écoute, merci beaucoup, Pierre. Merci pour l'invitation. Peut-être juste avant de finir, là pour ceux qui nous regardent, tu vois, si tu devais donner un conseil à la personne vraiment qui est désespérée parce qu'elle se retrouve, je te dis, exclue, on va dire, de la propriété, faute d'un apport ou de la bonne situation, c'est quoi le conseil que tu as envie de donner là? Alors, je pense qu'il n'y a hélas pas de solution magique. C'est-à-dire que les points de blocage, ils sont nombreux pendant longtemps. À cette question-là, on aurait pu répondre, tournez-vous vers le parc social, par exemple. On aurait pu dire, bah, c'est bloqué, c'est trop cher, bon, bah, tournez-vous vers le parc social. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le parc social, Il est aussi bloqué, ouais. comme on a accumulé les problèmes sur les marchés dits normaux ou non régulés, le parc social est devenu complètement bloqué lui aussi. On construit évidemment pas suffisamment de logements sociaux. Donc j'aurais envie de dire, je suis pas sûr que ça aide grand monde, mais cette personne-là, là, il faut qu'elle aille voir son maire et puis qu'elle demande à son maire de construire du logement social Ah, sur c'est son ça. territoire, parce que c'est comme ça, à court terme, qu'on va s'en sortir. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce conseil-là, que je trouve en effet très sage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire justement si vous avez des questions par rapport à ça, si ça vous a intéressé. Peut-être que vous êtes dans cette situation-là et on se prendra un grand plaisir à vous y répondre. Pierre, à nouveau, merci franchement de nous avoir Merci pour apporté cet l'invitation. éclairage sur le sujet. Peut-être qu'on se reverra en 2026 pour voir si la situation s'est peut-être débloquée. J'espère. Ah, t'es optimiste une fois de plus, c'est ce qu'on se dit. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sans Compromis.